Bonjour. Est-ce que tout le monde a son appareil de traduction? Ça va? Si jamais je parle trop vite, on peut me faire des signes à l'arrière. Voilà, moi je vais vous présenter sur la solidarité internationale intersyndicale, ses défis et les défis et opportunités des alliances avec les mouvements paysans environnementalistes, autochtones, féministes à l'international. Mais d'abord, je veux quand même, parce que c'est un lieu important, du moins au Québec, de collaboration intersyndicale, vous présenter le Centre international de solidarité ouvrière. Louise en a parlé brièvement ce matin, mais c'est un centre intersyndical de solidarité internationale. C'est assez unique et singulier au Canada, voire dans les Amériques. Donc, les grandes organisations syndicales et leurs affiliés se sont réunis pour travailler à bâtir une solidarité plus grande entre travailleuses et travailleurs d'ici et de l'international à travers des actions d'éducation, en particulier au Québec. Et donc, voilà, ça, c'est les images du passé, mais ça a été lancé en 1975 dans la foulée des mouvements de libération nationale au Québec, mais aussi en Amérique latine, l'apartheid en Afrique du Sud, la Palestine. Donc, il y avait tout un mouvement militant qui portait l'avènement du ciseau. Et donc, il y avait aussi Michel Chartrand, que vous voyez au milieu, qui était impliqué. Donc, pourquoi parler d'implication de la société civile dans la solidarité intersyndicale? Premièrement, parce que ce qu'on observe au CISO, dans nos pays d'intervention, c'est un contexte local qui est très complexe, notamment où, dans plusieurs pays d'intervention, l'économie informelle prend une énorme part de la masse des travailleuses et travailleurs. Donc, il y a souvent plus de 80% des travailleuses et des travailleurs qui sont de l'économie informelle ou et souvent, le plus souvent non syndiqués. C'est souvent des femmes et des jeunes qui ont beaucoup de difficultés à faire entendre leur voix dans le cadre des institutions syndicales traditionnelles. Puis, c'est ça, le secteur de l'économie informelle, c'est souvent les plus vulnérables de la société, qui n'ont pas de services de santé, assurance, avantages sociaux, des salaires très bas, parfois victimes de répression, d'exclusion. Donc, voilà. Ensuite, il y a aussi un historique qui fait que souvent les organisations syndicales dans certains pays sont moins représentatives ou portent aussi les traces d'un héritage colonial où il y avait de la discrimination raciale, de genre ou classiste. Donc, il y a certaines de ces traces-là qui peuvent être encore présentes dans les organisations syndicales avec lesquelles on peut travailler. Donc, puis l'exemple du Mexique a été souvent énoncé, mais quand 90% des organisations syndicales dans un pays sont complètement, en tout cas en très grande partie contrôlées par l'État ou par les grandes compagnies transnationales, ça pose certainement des enjeux en termes du poids du syndicalisme dans cette communauté-là, du choix des partenaires certainement aussi, mais aussi ça présente aussi l'importance de travailler aussi avec d'autres groupes qui portent des enjeux de défense des droits humains. Ensuite, on sait que dans les années 80, il y a eu les programmes d'ajustement structurel. La plupart des travails de qualité dans plusieurs pays où on intervient étaient dans la fonction publique. Puis c'était la plus grande partie des syndiqués de la base d'appui des syndicats dans ces pays. Et donc, avec l'épuration, l'austérité, qu'on voit ici aussi, mais qui est passée par d'autres pays avant d'arriver ici, donc la force des syndicats a été grandement affaiblie du fait que leur base était de moins en moins importante, puis aussi que donc la masse des travailleurs, encore une fois, de l'économie informelle a été d'autant plus gonflée au cours de ces années-là. Ce qui fait que aussi, comme les plus marginalisés sont aussi souvent les plus pauvres, il y a
peut-être moins d'argent à faire auprès de ces gens-là en termes de cotisation. Ils sont aussi plus mobiles, plus flexibles, simplement plus difficiles d'accès pour les syndicats parfois, ce qui pose plusieurs questions au niveau de, plusieurs défis au niveau de leur organisation. Donc voilà pourquoi, selon nous, il est souvent nécessaire d'élargir la portée d'initiatives de solidarité internationale à d'autres groupes pour en arriver à un changement social profond et plus porteur. Donc, pour défendre les droits des travailleuses et des travailleurs, parce que ça permet à la fois de changer les syndicats de l'interne, mais aussi qu'il y ait des pressions à l'externe pour que ces organisations syndicales-là changent aussi de par des changements plus profonds, culturels, sociaux, dans les mentalités, dans les sociétés. Puis ça permet aussi de bâtir un rapport de force plus grand, ultimement, pour faire pression pour qu'il y ait des changements dans ces communautés-là. Donc, pour vous dire quelques exemples, donc, je vais juste enlever ma lettre. Coupe le temps. OK. Donc, ce qu'on fait notamment au CISO, c'est des stages intersyndicaux. Donc, il y a une dizaine de personnes à chaque année, dorénavant à chaque année, qui se déplacent dans un pays. Puis, c'est pas des stages où on prétend changer la vie des groupes ou des communautés qu'on rencontre. C'est vraiment des stages d'appui politique pour observer la situation sur place, pour porter un message de revendication au retour auprès des populations d'ici, puis de nos gouvernements. Donc, les photos que vous voyez, c'est en Palestine en 2015. Le prochain stage est au Mexique en décembre prochain. Mais un des aspects clés, c'est aussi que c'est des stages intersyndicaux. Donc, c'est un moment aussi pour briser un peu peut-être les liens de compétition entre organisations syndicales pour apprendre les uns des autres aussi. Puis ça, c'est porteur pour la suite aussi. Mais donc, dans ces stages intersyndicaux-là, on rencontre, par exemple, pour le stage au Mexique, on rencontre, oui, les quelques organisations syndicales indépendantes, mais aussi des organisations de défense des droits, des organisations qui luttent contre l'extractivisme, des organisations autochtones, des organisations qui sont préoccupées en particulier par la défense des droits des femmes. Pourquoi? Bien parce que c'est les enjeux clés auxquels les populations font face là-bas, puis qui sont ultimement liés à la défense des droits des travailleuses et des travailleurs aussi. Voilà. Donc, si je donne un second exemple, donc ça, c'est au Burkina Faso. Vous nous avez fait le plaisir de mettre le T-shirt du CISO. Mais, donc, la particularité du projet qu'on mène au Burkina Faso, en fait, c'est que c'est un partenariat entre l'unité d'action syndicale, qui sont 6 grandes organisations syndicales, 2 syndicats autonomes de l'enseignement, mais aussi la Marche mondiale des femmes burkinabées. Donc, il y a un partage de culture qui est au cœur de la mise en œuvre de ce projet. Un partage de culture, un partage de pratiques organisationnelles, d'enjeux forcément aussi, parce que, je le disais tout à l'heure, il y a certaines traces là, du passé qui sont toujours portées par les organisations syndicales, puis les inégalités femmes-hommes. Ça peut être colonial, mais ça peut venir simplement de la société, mais c'est quand même assez présent encore. Il y a beaucoup de chefs masculins dans les organisations syndicales. Donc, ce partenariat peut contribuer à faire évoluer les mentalités à long terme. Voilà, donc, c'est un projet, en fait, d'organisation des travailleurs de l'économie informelle, où il y aura des formations en droits humains, des formations plus techniques aussi sur leur travail, mais je ne vais pas dire tout le détail, vous pourrez poser des questions. Mais je voulais mettre de l'avant avant tout le partenariat entre syndicats et société civile à ce niveau-là. Bon, d'autres photos. C'est comme où est Charlie, il faut trouver Nathalie dans la photo.
Voilà, donc, c'est juste une autre photo. Mais d'autres initiatives qu'on met de l'avant, c'est aussi, en Haïti, c'est plus avec les mouvements paysans, qui sont aussi une énorme masse de travailleuses-travailleurs qui sont beaucoup moins touchés par les organisations syndicales de par leur isolement, mais aussi du type de travail qu'ils mettent en œuvre. Donc, on travaille avec l'Institut culturel. Sinon, en termes de défis et d'opportunités, je suis sûre que je ne dirai pas l'ensemble, mais vous pourrez poursuivre. C'est sûr qu'en termes de défis, il y a des cultures organisationnelles différentes avec lesquelles on doit composer à long terme. La communication est un enjeu clé. C'est sûr aussi que dans certains milieux, il y a une méfiance à l'égard des syndicats et inversement. Ça peut être difficile d'établir le premier lien entre société civile et syndicats. Simplement, je pense que parce qu'il n'y a pas nécessairement toujours l'habitude de le faire, mais dans d'autres cas, c'est parce que, comme au Mexique, ils ont réellement raison de se méfier du milieu syndical pour la plus grande partie. Il y a l'idée aussi, le défi de construire, maintenir la collaboration à long terme, comme je le dis, parce qu'en fait, établir un lien à court terme, ça peut finalement nuire si on ne réussit pas à garder des vrais liens d'amitié avec les groupes. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça peut aider d'ouvrir le champ à des organisations de la société civile, mais ultimement, le plus grand défi, c'est changer la culture organisationnelle, la culture plus large dans la société, puis donc, c'est pas une panacée non plus, donc ça reste un autre défi d'arriver à changer à plus long terme, puis finalement, c'est juste les acteurs avec qui on intervient qui peuvent le faire réellement. Il y a toujours les divers degrés d'éducation au sein des bases qu'on côtoie. Là, je parlais de l'économie informelle. C'est sûr que c'est souvent des gens qui n'ont pas le même accès à l'éducation que d'autres groupes. Puis il y a l'autre défi aussi de ne pas miner la légitimité des syndicats qui, malgré tout, doivent faire leurs preuves, sont en train de renforcer leur pouvoir d'action de leur côté. Puis d'un autre côté, en termes d'opportunités, je pense que la diversité des perspectives enrichit beaucoup la réflexion, puis enrichit beaucoup la réflexion là-bas, mais elle enrichit aussi ici, par exemple, au retour des stagiaires. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que les oppressions sont un peu toutes tissées ensemble, puis le fait de mettre en lumière une oppression qui se vit ailleurs permet de remettre en question les divisions nord-sud, les hiérarchies nord-sud, puis de se rendre compte d'autres types d'oppression, par exemple sur le racisme ou le sexisme quand on revient. Il y a tout un potentiel créatif aussi de ces nouvelles perspectives. C'est ça, il y a le renforcement des syndicats aussi. Là-bas, en termes de réputation, d'élargissement des bases ici, mais ici aussi potentiellement la légitimité accrue de collaborer avec plus de groupes. Puis évidemment, le rapport de force qui peut être augmenté en la faveur des mouvements sociaux du fait d'avoir une plus grande base d'appui. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que ça vaut la peine parfois d'élargir les partenariats à la portée des actions à des organisations de la société civile, étant donné les contextes locaux complexes auxquels on fait face souvent. Merci.